Imaginez quelque chose de tellement étrange, de tellement contraire à tout ce que vous avez jamais appris, à tout ce que votre cerveau a évolué pour comprendre au cours de millions d'années, que même le plus grand génie du XXe siècle, Albert Einstein lui-même, a refusé d'y croire. Imaginez que vous tenez 2 minuscules particules dans vos mains. Ces particules sont si petites que vous ne pourriez jamais les voir, même avec le microscope le plus puissant jamais construit. Elles sont des électrons, des petits morceaux de matière qui constituent tout ce que vous voyez autour de vous, votre corps, votre écran, les étoiles dans le ciel nocturne. Maintenant, imaginez que ces 2 électrons ont été créés ensemble, dans un processus spécial dont nous parlerons en détail. Ils sont nés ensemble, liés ensemble, par quelque chose que la physique appelle l'intrication quantique. Maintenant, vous prenez l'un de ces électrons et vous le gardez ici, sur Terre, dans votre laboratoire, et l'autre, vous l'envoyez loin, très très loin. Vous l'envoyez à travers le système solaire, au-delà de Pluton, au-delà de la ceinture de Kuiper, dans l'espace interstellaire. Vous l'envoyez plus loin encore, au-delà de l'étoile la plus proche, Alpha Centauri, à 4 années-lumière de distance. Vous continuez à l'envoyer à travers la galaxie, au-delà du bras spiral de la Voie lactée, dans l'espace intergalactique. Vous l'envoyez au-delà de la galaxie d'Andromède, au-delà de l'amas de la Vierge, au-delà des superamas, jusqu'aux confins de l'univers observable, à 13 milliards d'années-lumière de distance. 13 milliards d'années-lumière. C'est une distance si vertigineuse que la lumière elle-même, la chose la plus rapide dans l'univers, la chose dont Einstein nous a dit qu'elle représentait la limite absolue de la vitesse, met 13 milliards d'années pour la parcourir. Et maintenant, vous faites quelque chose de très simple. Vous mesurez l'électron que vous avez gardé ici, sur Terre. Vous regardez son spin, une propriété quantique dont nous parlerons longuement. Et au moment exact, à la nanoseconde précise où vous effectuez cette mesure, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'autre électron, celui qui se trouve à 13 milliards d'années-lumière, à l'autre bout de l'univers observable, cet électron-là change d'état, instantanément. Pas à la vitesse de la lumière, pas en 13 milliards d'années, instantanément, en 0 seconde, en un temps si court qu'il ne peut même pas être mesuré. Comment est-ce possible? Comment une particule peut-elle savoir ce qui arrive à son partenaire de l'autre côté de l'univers? Comment l'information peut-elle voyager infiniment plus vite que la lumière? Est-ce que cela brise les lois de la physique? Est-ce que cela brise la relativité d'Einstein? Est-ce que cela signifie que l'univers est une simulation? Est-ce que cela signifie que le temps et l'espace sont des illusions? Ces questions ne sont pas de la science-fiction. Ce ne sont pas des spéculations philosophiques vagues. Ce sont des questions auxquelles les plus grands esprits de la physique se sont attaqués pendant près d'1 siècle. Et les réponses sont plus extraordinaires que n'importe quel film, que n'importe quel roman, que n'importe quelle invention de l'imagination humaine. Permettez-moi de vous dire quelques faits avant que nous plongions dans cette histoire. Des faits qui vont vous donner une idée de l'ampleur de ce dont nous allons parler. En 2017, la Chine a lancé un satellite appelé Missus dans l'espace. Ce satellite a démontré l'intrication quantique sur une distance de 1200 km. Et la corrélation entre les particules était instantanée, pas presque instantanée, pas très rapide, instantanée. En 2022,
Le prix Nobel de physique a été attribué spécifiquement pour la démonstration de ce phénomène. 3 scientifiques, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, ont reçu la plus haute distinction scientifique du monde pour avoir prouvé que l'intrication quantique est réelle, que l'action fantôme à distance d'Einstein n'est pas une erreur de la théorie quantique, mais une propriété fondamentale de l'univers. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre utiliser l'intrication quantique pour la communication, vous pourriez envoyer un message à travers tout l'univers observable en 0 seconde. Ce serait infiniment plus rapide que la lumière. Infiniment. Pas 2 fois plus rapide, pas 1 million de fois plus rapide, mais infiniment plus rapide. L'intrication quantique ne fonctionne pas seulement avec les électrons. Elle fonctionne avec les photons, les particules de lumière. Elle fonctionne avec les atomes. Elle fonctionne avec les ions. Et des scientifiques ont même réussi à intriquer des objets visibles à l'œil nu. Des objets macroscopiques. Des objets que vous pourriez voir et toucher. Certains physiciens, et pas les moindres, des physiciens de Stanford, de Princeton, du MIT, de Cambridge, croient que ce phénomène nous indique que l'espace lui-même pourrait être une illusion, que la distance, cette chose qui semble si évidente, si fondamentale, cette chose que nous expérimentons chaque jour quand nous marchons d'un endroit à un autre, pourrait n'être qu'une construction émergente, une apparence, une ombre, projetée par une réalité plus profonde où la séparation n'existe tout simplement pas. Si vous avez déjà eu le sentiment que l'univers est plus étrange que n'importe quel film de science-fiction jamais réalisé, vous êtes sur le point de découvrir à quel point vous aviez raison. Cette vidéo va vous emmener dans un voyage depuis les bases de la mécanique quantique jusqu'aux frontières absolues de la physique moderne. Nous allons comprendre chaque aspect de ce phénomène, depuis sa découverte jusqu'aux expériences qui l'ont prouvé, depuis les débats philosophiques qu'il a provoqués jusqu'aux technologies révolutionnaires qu'il est en train de créer. Si vous aimez la science, si vous aimez comprendre comment fonctionne réellement l'univers dans lequel nous vivons, alors faites quelque chose maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime » parce que ce sujet mérite d'être vu par tout le monde. Abonnez-vous si vous aimez avoir l'esprit bouleversé par la vraie science. Et laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Pensez-vous que l'information peut voyager plus vite que la lumière? Répondez avant que nous plongions dans les profondeurs et voyons si votre réponse change d'ici la fin de cette vidéo. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'état quantique d'un électron peut être instantanément affecté par une mesure effectuée à des années-lumière de distance, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un électron. Et je ne parle pas de la version simplifiée que vous avez apprise à l'école. Je parle de ce qu'un électron est réellement, dans toute sa gloire quantique, étrange et merveilleuse. Quand vous étiez à l'école, on vous a probablement montré une image de l'atome qui ressemblait à un petit système solaire. Au centre, il y avait le noyau, composé de protons et de neutrons, et autour de ce noyau, des petites boules appelées électrons tournaient en orbite, comme des planètes autour du Soleil. C'est une image belle, intuitive, facile à comprendre, et elle est complètement, totalement, absolument fausse. Un électron n'est pas une petite boule qui tourne autour du noyau. Un électron n'est pas un objet que vous pourriez pointer du doigt et dire « voilà, il est là ».
Un électron est quelque chose de beaucoup plus étrange, quelque chose de beaucoup plus merveilleux, quelque chose de beaucoup plus déroutant. Un électron, dans la réalité quantique, est ce que les physiciens appellent un nuage de probabilité. Imaginez un nuage dans le ciel, un nuage avec des parties plus denses et des parties moins denses. L'électron est comme ça, sauf que ce n'est pas un nuage de gouttelettes d'eau, c'est un nuage de possibilités. L'électron n'a pas de position définie. Il n'est pas ici plutôt que là, qu'il est, d'une certaine manière, partout à la fois, avec des probabilités différentes d'être trouvé à différents endroits. Ce n'est pas que nous ne savons pas où il est, comme quand nous perdons nos clés et nous savons qu'elles sont quelque part dans la maison. Mais nous ne savons pas exactement où. Non. C'est fondamentalement différent. L'électron n'a littéralement pas de position définie. La position n'existe pas tant que nous ne la mesurons pas. C'est comme si vos clés n'étaient véritablement nulle part. Et nulle part, spécifiquement, jusqu'au moment exact où vous les cherchez. Et c'est l'acte de chercher qui les fait apparaître à un endroit précis. Cela est décrit mathématiquement par ce qu'on appelle la fonction d'onde, symbolisée par la lettre grecque psi. La fonction d'onde est une équation mathématique qui contient toute l'information sur un système quantique. Elle vous dit, pour chaque position possible, pour chaque vitesse possible, pour chaque état possible, quelle est la probabilité de trouver la particule dans cet état quand vous effectuez une mesure. La fonction d'onde n'est pas juste un outil de calcul commode. Pour beaucoup de physiciens, elle représente la réalité elle-même. Elle est la chose la plus réelle qu'il y ait. Et cette fonction d'onde nous dit quelque chose d'extraordinaire. Avant la mesure, l'électron existe dans une superposition de tous les états possibles simultanément. Mais attendez, je vais trop vite. Pour vraiment comprendre cela, nous devons parler de l'expérience la plus célèbre de la physique quantique, l'expérience qui a bouleversé notre compréhension de la réalité. L'expérience de la double fente. Imaginez un mur avec deux fentes étroites, deux ouvertures parallèles et très proches l'une de l'autre. Derrière ce mur, il y a un écran de détection, comme un écran de cinéma qui peut enregistrer où les particules le frappent. Maintenant, imaginez que vous tirez des électrons vers ce mur, un par un, comme de minuscules balles de fusil. Si les électrons étaient de simples petites balles, de simples objets classiques, vous vous attendriez à voir deux bandes sur l'écran derrière les fentes. Les électrons qui passent par la fente de gauche créeraient une bande à gauche, et les électrons qui passent par la fente de droite créeraient une bande à droite. Deux fentes, deux bandes. Simple, logique, intuitif. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe est profondément, viscéralement choquant. Au lieu de deux bandes, vous voyez un motif d'interférence. Vous voyez de nombreuses bandes alternantes, claires et sombres, comme si des ondes avaient traversé les deux fentes et interféré entre elles. Des endroits où les ondes se renforcent et des endroits où les ondes s'annulent. C'est exactement le motif que vous verriez si vous envoyiez des ondes d'eau à travers deux fentes dans un mur. Les ondes passent par les deux fentes, se propagent de l'autre côté et interfèrent entre elles, créant un motif caractéristique de crête et de creux. D'accord, vous pourriez penser les électrons se comportent comme des ondes. C'est étrange, mais ce n'est pas si déroutant. Peut-être que beaucoup d'électrons interagissent entre eux pour créer ce motif, mais
Voici le coup de grâce. Voici la chose qui a fait vaciller les fondations de la physique. Si vous tirez les électrons un par un seul électron à la fois, avec de longs intervalles entre chaque tir, de sorte qu'il n'y a jamais plus d'un seul électron en vol à la fois, vous obtenez toujours le même motif d'interférence. Un seul électron traversant le mur crée un motif d'interférence. Un seul électron interfère avec lui-même. Cela signifie qu'un seul électron passe par les deux fentes en même temps. Un seul objet, une seule particule, est à deux endroits différents simultanément. Il traverse la fente de gauche et la fente de droite au même moment. Il est ici et là en même temps. Et les deux chemins qu'il emprunte interfèrent entre eux pour créer le motif. Mais attendez, l'histoire devient encore plus étrange. Parce que si vous essayez de voir par quelle fente l'électron passe, si vous placez un détecteur devant l'une des fentes pour attraper l'électron en flagrant délit, pour le prendre sur le fait d'être à deux endroits à la fois, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le motif d'interférence disparaît complètement, totalement. Vous retrouvez les deux bandes simples que vous attendiez au départ. Le simple fait d'observer, le simple fait de mesurer, le simple fait de regarder par quelle fente l'électron passe change fondamentalement son comportement. Quand vous ne regardez pas, il se comporte comme une onde passant par les deux fentes. Quand vous regardez, il se comporte comme une particule passant par une seule fente. La réalité change selon que vous l'observez ou non. Prenez un moment pour laisser cela pénétrer. La réalité elle-même, pas notre connaissance de la réalité, pas notre perception de la réalité, mais la réalité elle-même change selon que quelqu'un regarde ou non. C'est comme si l'univers savait quand il est observé et ajustait son comportement en conséquence. C'est comme si la Lune n'existait pas quand personne ne la regarde. C'est exactement la question qu'Einstein a posée à Niels Bohr lors d'une de leurs célèbres promenades. Einstein a demandé à Bohr « Est-ce que vous croyez vraiment que la Lune n'existe pas quand personne ne la regarde ?» Et la réponse honnête de la mécanique quantique, la réponse terrifiante, c'est que pour les objets quantiques, oui, en un sens, les propriétés n'existent véritablement pas tant qu'elles ne sont pas mesurées. Et c'est cette idée fondamentale qui est au cœur de notre histoire. C'est cette idée qui rend l'intrication quantique si profondément mystérieuse. Parce que si les propriétés d'une particule n'existent pas avant d'être mesurées, et si deux particules sont intriquées, alors que se passe-t-il quand vous mesurez l'une d'elles? Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre un concept crucial, l'état quantique. L'état quantique d'une particule est l'ensemble complet de toutes les informations sur cette particule. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur elle, empaqueté dans une description mathématique. Pour notre histoire, la propriété la plus importante de l'état quantique est le spin. Le spin est une propriété quantique des particules qui n'a pas vraiment d'équivalent dans notre expérience quotidienne. On l'appelle spin parce qu'il se comporte mathématiquement un peu comme la rotation d'un objet sur lui-même, mais l'électron ne tourne pas littéralement sur lui-même comme une toupie. Le spin est une propriété intrinsèque, fondamentale, comme la masse ou la charge. C'est simplement quelque chose que l'électron a. Ce qui est extraordinaire avec le spin, c'est qu'il ne peut prendre que certaines valeurs discrètes. Pour un électron, le spin peut être mesuré comme étant soit vers le haut, ce qu'on appelle spin-up, soit vers le bas,
ce qu'on appelle spin down. Il n'y a pas de valeur intermédiaire. Ce n'est pas un continuum, c'est binaire, soit up, soit down. C'est comme un interrupteur qui ne peut être qu'allumé ou éteint, jamais à moitié allumé. Cela a été découvert en 1922 dans une expérience remarquable menée par Otto Stern et Walter Gerlach. Ils ont envoyé un faisceau d'atomes d'argent à travers un champ magnétique non uniforme. Si les atomes se comportaient classiquement, si le spin pouvait prendre n'importe quelle valeur, le faisceau aurait dû s'étaler en une bande continue sur l'écran de détection. Au lieu de cela, le faisceau s'est divisé en exactement 2 spots distincts. 2 valeurs discrètes. Pas 3, pas un continuum. Exactement 2. Spin up et spin down. Le monde quantique est quantifié, d'où son nom. Il ne vient qu'en paquets discrets. Maintenant, voici la partie qui va vraiment faire tourner votre cerveau. Avant que vous ne mesuriez le spin d'un électron, il n'est pas spin up, il n'est pas spin down, il est les deux en même temps. Il est dans une superposition de spin up et de spin down. Pas l'un ou l'autre, pas un mélange des deux, mais les deux simultanément. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'expérience de la double fente. Avant la mesure, l'électron passe par les 2 fentes. Avant la mesure du spin, l'électron est dans les 2 états de spin. Ce n'est pas que nous ne savons pas dans quel état il est. C'est qu'il est véritablement, fondamentalement, ontologiquement dans les 2 états à la fois. C'est la superposition quantique. Erwin Schrödinger, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, a inventé sa célèbre expérience de pensée du chat pour montrer à quel point cette idée est bizarre quand on l'applique au monde macroscopique. Imaginez un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif diabolique. Il y a un atome radioactif qui a une chance sur 2 de se désintégrer en 1 heure. Si l'atome se désintègre, il déclenche un mécanisme qui brise une fiole de poison et tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Après 1 heure, sans ouvrir la boîte, dans quel état est le chat? Selon la mécanique quantique, l'atome est dans une superposition d'états. Il s'est désintégré, ET, il ne s'est pas désintégré. Et puisque le destin du chat est lié à l'état de l'atome, le chat aussi est dans une superposition d'états. Il est mort, ET, vivant en même temps. Ce n'est qu'au moment où vous ouvrez la boîte, au moment où vous effectuez une mesure, que la superposition s'effondre et que le chat devient définitivement mort ou vivant. Schrödinger a inventé cette expérience de pensée non pas parce qu'il pensait que c'était une belle illustration de la mécanique quantique, mais parce qu'il pensait que c'était absurde. Il essayait de montrer que la mécanique quantique mène à des conclusions ridicules quand on l'applique au monde macroscopique. Mais voilà le problème, les expériences lui donnent tort. La mécanique quantique est correcte, la superposition est réelle, et les scientifiques ont réussi à mettre des objets de plus en plus gros dans des états de superposition, repoussant les limites du chat de Schrödinger toujours plus loin. La question de savoir pourquoi nous ne voyons pas de chat mort et vivant dans notre vie quotidienne est liée à un phénomène appelé décohérence, dont nous parlerons plus tard. Il y a une autre propriété quantique qui va être très importante pour notre histoire, la polarisation des photons. Un photon est une particule de lumière. La polarisation est la direction dans laquelle le champ électrique du photon oscille. Un photon peut être polarisé horizontalement ou verticalement. Et, tout comme le spin de l'électron, un photon peut être dans une superposition
de polarisation horizontale et verticale en même temps. La polarisation diagonale, par exemple, est une superposition à parts égales de polarisation horizontale et verticale. Quand vous mesurez la polarisation d'un photon diagonalement polarisé avec un filtre horizontal-vertical, vous obtenez horizontal la moitié du temps et vertical l'autre moitié, de manière parfaitement aléatoire. La polarisation est pour les photons ce que le spin est pour les électrons, et les deux jouent des rôles cruciaux dans les expériences sur l'intrication quantique. Maintenant, nous devons nous attaquer à l'un des mystères les plus profonds de toute la physique. Le problème de la mesure. Nous avons dit que la mesure effondre la fonction d'onde, que l'acte de mesurer transforme une superposition en un résultat défini. Mais qu'est-ce que la mesure exactement? Qu'est-ce qui compte comme une mesure? Si je place un détecteur devant l'une des fentes de l'expérience de la double fente, le motif d'interférence disparaît. Mais le détecteur est juste un assemblage d'atomes. Pourquoi l'interaction avec ce détecteur est-elle différente de l'interaction avec les atomes du mur qui contient les fentes? Qu'est-ce qui est spécial dans la mesure? L'interprétation de Copenhague, l'interprétation standard de la mécanique quantique développée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, dit essentiellement ceci. La mesure effondre la fonction d'onde, et il ne faut pas trop se poser de questions sur ce qui se passe entre les mesures. Le monde quantique est différent du monde classique, et quand un système quantique interagit avec un appareil de mesure classique, la superposition s'effondre en un résultat défini. Le problème, c'est que cette interprétation ne définit jamais clairement la frontière entre le monde quantique et le monde classique. Où est cette frontière? Un détecteur est fait d'atomes, et les atomes obéissent à la mécanique quantique. Le scientifique qui regarde le détecteur est fait d'atomes aussi. Où exactement la mécanique quantique cesse-t-elle de s'appliquer et où la physique classique prend-elle le relais? Certains physiciens, comme John von Neumann et Eugene Wigner, ont suggéré que c'est la conscience qui provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Ce n'est pas le détecteur qui mesure, c'est l'esprit conscient qui observe le détecteur. Cette interprétation, connue sous le nom d'interprétation de von Neumann-Wigner, place la conscience humaine au centre de la réalité physique. C'est une idée séduisante, presque mystique, mais la plupart des physiciens aujourd'hui la rejettent pour de bonnes raisons. Elle semble non scientifique, elle introduit un élément non physique dans la physique, et elle ne résout pas vraiment le problème, elle le déplace juste vers un autre mystère. Qu'est-ce que la conscience? L'explication moderne la plus largement acceptée est la décohérence. La décohérence est le processus par lequel un système quantique interagit avec son environnement et perd sa cohérence quantique, c'est-à-dire sa capacité à maintenir des superpositions. Quand un électron interagit avec les milliards de molécules d'air autour de lui, les photons de lumière qui rebondissent sur lui, les vibrations thermiques du laboratoire, toutes ces interactions minuscules mais innombrables détruisent progressivement la superposition. Le système quantique ne s'effondre pas parce que quelqu'un le regarde. Il s'effondre parce qu'il est impossible de l'isoler complètement de son environnement. Et voilà pourquoi le chat de Schrödinger n'est jamais mort et vivant dans la réalité. Un chat est un objet macroscopique qui interagit avec des milliards de particules de son environnement à chaque instant. Et la décohérence détruit toute superposition macroscopique en une fraction de seconde. Mais voici le point crucial.
La décohérence explique pourquoi nous ne voyons pas de superposition macroscopique. Elle explique pourquoi le monde classique ressemble au monde classique, mais elle ne résout pas complètement le problème de la mesure. Elle ne nous dit pas pourquoi un résultat spécifique est obtenu plutôt qu'un autre. Quand un électron en superposition est mesuré et qu'il s'avère être spin-up, pourquoi ce résultat particulier et pas spin-down? La mécanique quantique ne peut donner que des probabilités, pas des certitudes. Et cette question de savoir pourquoi un résultat spécifique se produit reste l'un des problèmes ouverts, les plus profonds de la physique. Les physiciens en débattent encore après 100 ans. Et ce débat est directement lié à notre sujet, parce que la question de la mesure est au cœur même du mystère de l'intrication quantique. Avant de plonger dans l'intrication elle-même, il y a un dernier concept fondamental que nous devons comprendre, le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce principe, formulé par Werner Heisenberg en 1927, est souvent mal compris. Beaucoup de gens pensent qu'il dit simplement que nous ne pouvons pas mesurer les choses très précisément parce que nos instruments perturbent ce que nous essayons de mesurer. C'est vrai dans un sens, mais c'est une compréhension terriblement superficielle. Le principe d'incertitude de Heisenberg dit quelque chose de beaucoup plus profond. Il dit que certaines paires de propriétés sont fondamentalement incompatibles. La position et la quantité de mouvement d'une particule sont une telle paire. Plus vous connaissez précisément la position d'un électron, moins vous pouvez connaître sa quantité de mouvement, et vice-versa. Ce n'est pas une limitation de nos instruments. Ce n'est pas un problème de technologie. C'est une propriété fondamentale de l'univers. La nature elle-même ne permet pas à ces deux propriétés d'avoir des valeurs précises simultanément. C'est comme si l'univers avait une limite intégrée sur la quantité d'informations que vous pouvez connaître sur une particule. Ce principe a des conséquences profondes. Il signifie que l'univers est fondamentalement indéterminé au niveau quantique. Il n'est pas simplement imprévisible parce que nous manquons d'informations. Il est véritablement aléatoire. Quand un électron en superposition est mesuré et qu'il donne le résultat spin-up, il n'y avait aucun moyen, même en principe, même avec une connaissance parfaite de tout l'univers, de prédire ce résultat. C'est la randomness quantique. Et elle est fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons dans le monde classique. Quand vous lancez un dé et obtenez 6 en principe, si vous connaissiez parfaitement la position, la vitesse, la rotation du dé et toutes les forces agissant sur lui, vous pourriez prédire le résultat. Le résultat semble aléatoire, mais il est en fait déterminé par les conditions initiales. Le hasard quantique n'est pas comme ça. Il est irréductible, fondamental, absolu. Einstein détestait cette idée. Il a prononcé sa phrase la plus célèbre en réponse. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il ne pouvait pas accepter que l'univers soit fondamentalement aléatoire. Il était convaincu que la mécanique quantique, aussi précise soit-elle, dans ses prédictions, devait être incomplète. Il devait y avoir des variables cachées, des informations plus profondes que nous n'avions pas encore découvertes, qui détermineraient de manière précise et prévisible le résultat de chaque mesure quantique. Et Niels Bohr, le grand défenseur de la mécanique quantique, a répondu à Einstein avec une phrase tout aussi mémorable. Einstein, arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ce désaccord entre Einstein et Bohr, ce débat sur la nature fondamentale de la réalité,
a été l'une des plus grandes confrontations intellectuelles de l'histoire humaine. Et c'est ce débat qui a directement conduit à la découverte et à la compréhension de l'intrication quantique, parce que c'est dans sa tentative de prouver que la mécanique quantique était incomplète qu'Einstein a attiré l'attention sur le phénomène le plus extraordinaire de toute la physique. Transportons-nous maintenant dans les années 1920 et 1930, à l'âge d'or de la physique quantique, pour vivre l'un des débats les plus passionnants de l'histoire des sciences. D'un côté, nous avons Albert Einstein, le physicien le plus célèbre du monde, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. De l'autre côté, nous avons Niels Bohr, le physicien danois qui est devenu le champion de la mécanique quantique, le gardien de l'interprétation de Copenhague. Leur débat a duré des décennies et s'est joué dans les conférences scientifiques les plus prestigieuses du monde. La 5e conférence, Solvay de 1927, est peut-être l'événement le plus important de l'histoire de la physique. Regardez la photo de groupe de cette conférence. Vous y verrez Einstein, Bohr, Marie Curie, Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Louis de Broglie, Max Born et bien d'autres. C'est peut-être le plus grand rassemblement d'intelligence que le monde ait jamais vu. Et au centre de cette conférence se trouvait le débat entre Einstein et Bohr sur le sens de la mécanique quantique. Einstein attaquait sans relâche. Il inventait des expériences de pensée de plus en plus ingénieuses, essayant de montrer que la mécanique quantique conduisait à des contradictions ou à des absurdités. Et chaque fois, Bohr trouvait une parade. L'un des échanges les plus célèbres concerne l'expérience de pensée de la boîte à photons. Einstein a imaginé une boîte contenant un photon avec une horloge qui ouvre brièvement un volet pour laisser échapper le photon à un moment précis, en pesant la boîte avant et après la sortie du photon, en utilisant la relation d'Einstein E égale mc au carré, on pourrait connaître l'énergie exacte du photon et le moment exact de son émission, violant ainsi le principe d'incertitude entre énergie et temps. Einstein était triomphant. Bohr a passé une nuit blanche, tourmenté, mais au matin, il avait trouvé la réponse. Et ironie suprême, Bohr a utilisé la propre théorie d'Einstein, la relativité générale, pour réfuter l'argument d'Einstein. La pesée de la boîte implique un déplacement dans un champ gravitationnel, ce qui, selon la relativité générale, affecte l'écoulement du temps, ce qui introduit une incertitude dans le temps, ce qui sauve le principe d'incertitude. Einstein était battu par sa propre théorie. Mais Einstein n'a pas abandonné. Il a simplement changé de stratégie. Au lieu d'essayer de prouver que la mécanique quantique était inconsistante, il a décidé de montrer qu'elle était incomplète. Et c'est cette nouvelle stratégie qui a conduit à ce qui est sans doute l'article scientifique le plus important du XXe siècle. En 1935, Einstein, avec 2 collaborateurs, Boris Podolsky et Nathan Rosen, a publié un article dans la revue Physical Review avec le titre « La description de la réalité physique par la mécanique quantique peut-elle être considérée comme complète ?» L'article est connu sous le nom d'article EPR, d'après les initiales de ses auteurs. Et l'argument qu'il contient est si puissant, si profond, si révolutionnaire, qu'il a changé le cours de la physique pour toujours. Voici l'argument EPR, et je vais prendre le temps de l'expliquer en détail, parce que c'est la clé de tout ce qui suit. Imaginez que vous créez 2 particules
qui interagissent entre elles, puis que vous les séparez. Vous les envoyez dans des directions opposées, très loin l'une de l'autre. Maintenant, ces deux particules sont dans un état spécial. Elles sont corrélées. Leurs propriétés sont liées l'une à l'autre. Pour utiliser la version modernisée de l'argument, reformulée par David Bohm en 1951 et qui est beaucoup plus claire que la version originale, considérons le spin. Imaginez que nous créons deux électrons dont le spin total est 0. Cela signifie que si l'un est spin-up, l'autre doit être spin-down, et vice-versa. C'est comme avoir deux pièces de monnaie qui doivent toujours donner des résultats opposés. Si l'une donne face, l'autre donne pile, toujours. Nous séparons ces deux électrons. Nous en envoyons un à Alice et l'autre à Bob, qui se trouvent à grande distance l'un de l'autre, disons à des années-lumière. Maintenant, Alice mesure le spin de son électron selon un certain axe. Elle obtient, disons, spin-up. À ce moment précis, elle sait avec certitude absolue que l'électron de Bob est spin-down, même sans le mesurer. Elle peut prédire le résultat de la mesure de Bob avec une certitude de 100%, sans aucune interaction avec l'électron de Bob. Maintenant, Einstein dit quelque chose de raisonnable. Si Alice peut prédire avec certitude la valeur d'une propriété physique de l'électron de Bob sans perturber cet électron en aucune façon, alors cette propriété doit avoir existé avant la mesure. C'est ce que PR appelle un élément de réalité. Si, sans perturber un système en aucune façon, nous pouvons prédire avec certitude la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique. Et voici le coup de génie d'Einstein. Alice aurait pu choisir de mesurer le spin selon un axe différent. Si elle avait mesuré selon l'axe horizontal au lieu de l'axe vertical, elle aurait obtenu un résultat différent et elle aurait pu prédire le spin horizontal de l'électron de Bob avec certitude. Donc, selon le même raisonnement, le spin horizontal de l'électron de Bob est aussi un élément de réalité. Il existe avant la mesure. Mais le principe d'incertitude dit que le spin vertical et le spin horizontal ne peuvent pas être simultanément définis avec précision. Si les deux existent avant la mesure, alors le principe d'incertitude est violé et la mécanique quantique est incomplète. Il doit y avoir des variables cachées, des informations supplémentaires que la mécanique quantique ne capture pas. L'alternative, dit Einstein, serait que la mesure d'Alice affecte instantanément l'électron de Bob, même à des années-lumière de distance. Mais cela violerait la relativité qui interdit la transmission d'informations plus rapide que la lumière. Einstein a rejeté cette possibilité comme absurde, la qualifiant de Spukkraft-Fernwirkung, l'action fantôme à distance. L'argument d'Einstein repose sur deux hypothèses fondamentales. La première est la localité. Ce qui se passe ici ne peut pas affecter instantanément ce qui se passe là-bas. Aucune influence ne peut voyager plus vite que la lumière. La deuxième est le réalisme. Les propriétés physiques ont des valeurs définies qui existent indépendamment de l'observation. Une pomme est rouge, même quand personne ne la regarde. Un électron a un spin, même quand personne ne le mesure. Ensemble, ces deux hypothèses forment ce qu'on appelle le réalisme local. Einstein était profondément convaincu que le réalisme local devait être vrai. C'est la vision du monde du sens commun, la vision du monde que notre expérience quotidienne semble confirmer à chaque instant. Et si le réalisme local est vrai, alors la mécanique quantique doit être incomplète.
Bohr a répondu à l'article EPR, mais sa réponse a été considérée par beaucoup comme insatisfaisante, voire incompréhensible. Bohr a essentiellement argumenté que la notion d'élément de réalité, d'EPR, n'était pas applicable au monde quantique, que les propriétés d'un système quantique ne peuvent être définies indépendamment du dispositif de mesure, et que le choix de mesure d'Alice affecte ce qui peut être dit sur l'électron de Bob, non pas en envoyant un signal, mais en définissant les conditions dans lesquelles la réalité se manifeste. C'est une réponse philosophiquement profonde, mais elle a laissé beaucoup de physiciens sur leur faim. Einstein n'a certainement pas été convaincu. C'est à ce moment de l'histoire qu'Erwin Schrödinger entre en scène d'une manière décisive. Quand Schrödinger a lu l'article EPR, il a été profondément impressionné et troublé. Il a immédiatement saisi l'importance du phénomène que décrivait Einstein, cette corrélation mystérieuse entre des particules séparées. Et c'est Schrödinger qui a donné un nom à ce phénomène. Il l'a appelé Verschränkung en allemand, ce qui a été traduit par entanglement en anglais et intrication en français. Schrödinger a écrit une phrase qui est devenue l'une des citations les plus célèbres de la physique. Je ne qualifierais pas l'intrication comme un trait caractéristique de la mécanique quantique parmi d'autres, mais plutôt comme le trait caractéristique, celui qui impose la rupture totale avec les lignes de pensée classiques. Il avait compris que l'intrication n'était pas une curiosité marginale, pas une anomalie bizarre, mais le cœur même de ce qui rend la mécanique quantique si radicalement différente de la physique classique. Pour comprendre mathématiquement ce qu'est l'intrication, pensez à ceci. Normalement, si vous avez deux particules, vous pouvez décrire l'état de chaque particule séparément. La particule A est dans tel état, la particule B est dans tel état, et l'état total du système est simplement la combinaison des deux états individuels. C'est ce qu'on appelle un état produit. C'est comme dire « j'ai une chaussette rouge dans un tiroir et une chaussette bleue dans un autre tiroir ». Chaque chaussette a sa propre couleur, indépendamment de l'autre. Mais un état intriqué est fondamentalement différent. Dans un état intriqué, vous ne pouvez pas décrire l'état de chaque particule séparément. L'état total du système est plus que la somme de ses parties. Il contient des corrélations qui ne peuvent pas être réduites aux propriétés individuelles des particules. C'est comme si les deux chaussettes n'avaient pas de couleur individuelle. Le système de deux chaussettes aurait une propriété, disons, les deux chaussettes sont toujours de couleurs opposées, mais aucune chaussette individuelle n'aurait une couleur définie. C'est un concept profondément non intuitif, mais c'est exactement ce que dit la mécanique quantique. L'état intriqué le plus célèbre est l'état singulet. Pour deux électrons dans l'état singulet, le spin total est 0. Si vous mesurez les deux spins selon le même axe, vous obtenez toujours des résultats opposés. Mais voici la chose cruciale. Avant la mesure, aucun des deux électrons n'a un spin défini. Ils ne sont pas dans l'état l'un est spin up et l'autre est spin down. Nous ne savons juste pas lequel est lequel. Ils sont dans une superposition. La combinaison de le premier est up et le second est down, avec le premier est down et le second est up. Les deux possibilités existent simultanément. Aucun électron n'a de spin individuel. Le seul état qui existe est l'état du système entier. Après la publication de l'article EPR en 1935, quelque chose d'étrange s'est produit. Rien, ou presque rien.
Le débat a continué, les physiciens en ont discuté, mais personne ne savait comment trancher entre Einstein et Bohr. Le problème semblait être purement philosophique. Les deux camps pouvaient expliquer tous les résultats expérimentaux connus. Les variables cachées d'Einstein donneraient les mêmes prédictions que la mécanique quantique, puisque par définition, elles étaient cachées, inaccessibles à la mesure. Comment pourriez-vous distinguer expérimentalement entre une réalité où les propriétés existent avant la mesure et une réalité où elles n'existent pas avant la mesure, si dans les deux cas, vous obtenez les mêmes résultats? La question semblait irrésoluble. La physique quantique est entrée dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du « tais-toi et calcule ». Cette phrase, souvent attribuée à Richard Feynman, mais probablement prononcée par David Mermin, résume l'attitude dominante de l'époque. La mécanique quantique fonctionne. Ses prédictions sont incroyablement précises. Utilisez-la pour calculer, pour prédire, pour construire des technologies, et ne vous préoccupez pas trop de ce qu'elles signifient pour la réalité. Beaucoup de physiciens ont suivi ce conseil. Ils ont utilisé la mécanique quantique pour développer les transistors, les lasers, les semi-conducteurs, la résonance magnétique et d'innombrables autres technologies. Et ils ont laissé les questions fondamentales à la philosophie. Mais certains esprits ne pouvaient pas rester satisfaits avec cette approche. En 1951, David Bohm, un physicien américain brillant et controversé, a apporté une contribution cruciale. Il a reformulé le paradoxe EPR en termes de spin, ce qui l'a rendu beaucoup plus clair et plus facile à analyser. Au lieu de parler de position et de quantité de mouvements comme dans l'article EPR original, Bohm a proposé d'utiliser le spin de deux particules intriquées. Cette reformulation est ce que nous avons utilisé dans notre explication, et c'est la version qui est utilisée dans la plupart des discussions modernes. Bohm a également développé sa propre théorie des variables cachées, la théorie de l'onde pilote, montrant qu'il était possible en principe de construire une théorie déterministe qui reproduisait toutes les prédictions de la mécanique quantique. Mais la théorie de Bohm avait une caractéristique remarquable. Elle était explicitement non locale. L'onde pilote qui guidait les particules s'étendait à travers tout l'espace et pouvait affecter instantanément des particules distantes. Bohm avait sauvé le réalisme, les propriétés existent avant la mesure, mais il avait dû sacrifier la localité. Cela préfigurait ce qui allait être découvert plus tard. Il est impossible de sauver les deux. Pendant 30 ans, de 1935 à 1964, le problème EPR est resté sans résolution. Il semblait être l'un de ces problèmes philosophiques éternels que la science ne pourrait jamais trancher. Et puis, en 1964, un physicien irlandais relativement peu connu, travaillant au CERN à Genève, a eu une idée qui a tout changé. Son nom était John Stuart Bell, et son article sur le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, publié dans un journal obscur appelé Physics, est devenu l'un des articles scientifiques les plus importants de l'histoire. Si vous avez apprécié ce voyage jusqu'ici, si cette exploration des fondements de la réalité vous fascine, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela peut sembler un petit geste, mais il aide énormément cette vidéo à atteindre plus d'esprits curieux comme le vôtre. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que nous sommes sur le point d'entrer dans la partie la plus extraordinaire de cette histoire. Nous sommes sur le point de découvrir comment un homme a trouvé un moyen de tester si Einstein ou Bohr avaient raison. Un moyen de transformer une question philosophique en une expérience de physique.
et les résultats vont vous couper le souffle. John Stuart Bell était un homme discret, modeste, presque timide. Il travaillait comme physicien des accélérateurs au CERN, le grand laboratoire de physique des particules à Genève. Son travail quotidien n'avait rien à voir avec les fondements de la mécanique quantique. Mais dans son temps libre, il était obsédé par le problème EPR. Il ne pouvait pas accepter que cette question fondamentale, est-ce que la réalité est locale et réaliste, ou est-ce que la mécanique quantique est correcte, soit une question sans réponse. Il devait y avoir un moyen de la tester. Et c'est là qu'il a eu son éclair de génie. Bell s'est rendu compte que si Einstein avait raison, si des variables cachées locales existaient, alors les corrélations entre les mesures sur des particules intriquées devaient obéir à certaines limites mathématiques. Des limites qui pouvaient être calculées. Et que la mécanique quantique prédisait des corrélations qui dépassaient ces limites. Autrement dit, il existe des expériences qui donneraient des résultats différents selon que le réalisme local est vrai ou que la mécanique quantique est correcte. Laissez-moi vous expliquer cela en détail, parce que c'est véritablement le cœur de toute notre histoire. Commençons par une analogie. Imaginez que vous avez une boîte contenant une paire de gants. Vous la divisez en deux et vous envoyez une moitié à Alice et l'autre à Bob. Alice ouvre sa boîte et trouve un gant gauche. Instantanément, elle sait que Bob a le gant droit. Est-ce de l'action fantôme à distance? Bien sûr que non. Les gants ont toujours été gauche et droit. L'information ne voyage pas de la boîte d'Alice à la boîte de Bob. Alice ne fait que découvrir une propriété qui existait depuis le début. Einstein pensait que l'intrication quantique était exactement comme cette paire de gants. Les deux électrons, depuis leur création, auraient des valeurs de spin prédéterminées, comme un gant qui est gauche ou droit depuis le début. Quand Alice mesure son électron et trouve spin-up, elle ne fait que découvrir ce qui a toujours été le cas. Et elle sait que l'électron de Bob est spin-down, non pas parce qu'un message mystérieux a voyagé instantanément, mais parce que c'était le cas depuis le départ. C'est parfaitement raisonnable. C'est le sens commun. C'est ce que notre intuition nous dit. Mais Bell a montré que cette analogie des gants, aussi raisonnable qu'elle paraisse, fait une prédiction spécifique et testable qui diffère de la prédiction de la mécanique quantique. Et la différence apparaît quand Alice et Bob ne mesurent pas le spin selon le même axe. Quand Alice et Bob mesurent selon le même axe, ils obtiennent toujours des résultats opposés et les deux théories, variables, cachées, locales et mécanique quantique, font la même prédiction. Mais quand ils mesurent selon des axes différents, les prédictions divergent. C'est là que le génie de Bell entre en jeu. Voici comment cela fonctionne. Imaginez qu'Alice et Bob ont chacun un appareil de mesure qui peut être orienté dans différentes directions. Appelons les directions possibles A et A' pour Alice et B pour Bob. Pour chaque mesure, le résultat est soit plus 1, soit moins 1, correspondant à spin-up et spin-down. Maintenant, Bell considère ce qui se passe si des variables cachées locales existent. Cela signifie que chaque paire de particules porte avec elle, dès sa création, un ensemble d'instructions prédéterminées. Si Alice mesure dans la direction A, donnez le résultat plus 1. Si Alice mesure dans la direction A', donnez le résultat moins 1. Et ainsi de suite pour toutes les directions de mesure de Bob. Avec cette hypothèse, Bell a dérivé une inégalité mathématique,
une limite supérieure sur les corrélations entre les résultats d'Alice et de Bob. Cette inégalité, dans sa forme la plus expérimentalement testable, connue sous le nom d'inégalité CHSH, d'après les physiciens Clauser, Horn, Shimony et Holt, qui l'ont dérivée en 1969, dit essentiellement ceci: si le réalisme local est vrai, alors une certaine combinaison de corrélations entre les mesures d'Alice et de Bob ne peut pas dépasser la valeur 2. C'est une limite absolue. Si les particules portent des instructions prédéterminées et si aucune influence ne voyage plus vite que la lumière, les corrélations ne peuvent tout simplement pas être plus fortes que ce que prédit la limite de Bell. Maintenant, la mécanique quantique prédit que pour des particules intriquées, cette même combinaison de corrélations peut atteindre la valeur 2 fois racine carrée de 2, ce qui est environ 2,83. C'est nettement supérieur à 2. La mécanique quantique prédit des corrélations plus fortes que ce qui est possible dans un monde de réalisme local. Ce résultat est stupéfiant. Il signifie qu'il existe une expérience concrète, réalisable en laboratoire, qui peut trancher entre le réalisme local d'Einstein et la mécanique quantique de Bohr. Si les résultats de l'expérience sont compatibles avec la limite de 2, Einstein a raison. Si les résultats violent la limite de 2, la mécanique quantique a raison et le réalisme local est faux. Ce que Bell a prouvé est souvent considéré comme le résultat le plus profond de la physique moderne. Ce n'est pas une exagération. Bell a montré que le réalisme local, cette vision du monde si intuitive, si naturelle, si conforme au sens commun, fait des prédictions testables qui diffèrent de celles de la mécanique quantique. Quelle que soit la théorie de variables cachées locales que vous inventez, aussi ingénieuse soit-elle, elle doit satisfaire l'inégalité de Bell. Et la mécanique quantique la viole. L'une des deux doit être fausse. Et nous pouvons faire l'expérience pour savoir laquelle. Mais le théorème de Bell dit quelque chose d'encore plus profond. Il dit que si l'inégalité de Bell est violée, alors au moins l'une des hypothèses du réalisme local doit être abandonnée. Soit la localité est fausse, ce qui signifie que des influences peuvent voyager plus vite que la lumière. Soit le réalisme est faux, ce qui signifie que les propriétés n'existent pas avant d'être mesurées. Soit les deux sont faux. Il n'y a aucune échappatoire. C'est un trilemme mathématiquement rigoureux. Vous devez abandonner au moins une de ces hypothèses qui semble si évidemment vraie. Il a fallu attendre quelques années après la publication théorique de Bell pour que les expériences soient réalisées. Le premier physicien à tester sérieusement l'inégalité de Bell en laboratoire a été John Clauser, un jeune physicien américain qui a réalisé son expérience en 1972. L'ironie est que Clauser voulait qu'Einstein ait raison. Il espérait que l'inégalité de Bell serait satisfaite et que la mécanique quantique serait réfutée. Il a utilisé des photons intriqués, créés par cascade atomique dans des atomes de calcium. Il a mesuré la polarisation de ces photons selon différents angles et a calculé la combinaison de corrélations prescrites par le théorème de Bell. Le résultat a été un choc, même pour Clauser. L'inégalité de Bell était violée. Les corrélations étaient plus fortes que ce que le réalisme local permettait. La mécanique quantique avait raison, Einstein avait tort. Clauser lui-même a mis du temps à accepter ce résultat. Il a vérifié et revérifié ces données. Il a cherché des erreurs dans son dispositif expérimental. Mais le résultat était solide. Cependant, l'expérience de Clauser avait une faiblesse potentielle.
Les physiciens appellent cela une faille, ou loophole en anglais. Le problème était que dans l'expérience de Clauser, les directions de mesure étaient fixées avant que les photons ne soient émis. Il était théoriquement possible que les photons aient su dans quelle direction ils allaient être mesurés et aient ajusté leur comportement en conséquence. C'est ce qu'on appelle la faille de la localité. Si les réglages des détecteurs sont fixés à l'avance, il est concevable qu'une influence locale, voyageant à la vitesse de la lumière ou moins, ait pu informer les particules des réglages des détecteurs. Pour que l'expérience soit véritablement concluante, il faudrait changer les réglages des détecteurs pendant que les photons sont en vol, de sorte qu'il n'y ait pas assez de temps pour qu'un signal, même voyageant à la vitesse de la lumière, informe les particules des réglages. C'est exactement ce qu'Alain Aspect, un physicien français, a réalisé en 1982, dans ce qui est considéré comme l'expérience la plus importante de l'histoire de la physique quantique. Aspect a conçu un dispositif ingénieux dans lequel les orientations des détecteurs étaient changées de manière aléatoire pendant que les photons étaient en vol entre la source et les détecteurs. Les photons étaient créés au centre du dispositif et voyageaient vers deux détecteurs situés à 12 mètres de distance l'un de l'autre. Le changement d'orientation des détecteurs se faisait en quelques nanosecondes, beaucoup plus rapidement que le temps nécessaire à la lumière pour parcourir la distance entre les deux détecteurs, environ 40 nanosecondes. Cela signifiait que même si un signal mystérieux essayait d'informer un photon du réglage du détecteur distant, ce signal ne pourrait pas arriver à temps. La faille de la localité était fermée. Les résultats d'Aspect étaient spectaculaires. L'inégalité de Bell était violée de manière massive. Les corrélations mesurées correspondaient parfaitement aux prédictions de la mécanique quantique et dépassaient largement la limite du réalisme local. La conclusion était inévitable. Le réalisme local est faux. L'univers n'obéit pas aux règles du sens commun. La nature viole les inégalités de Bell. L'impact de cette expérience sur la communauté physique a été profond. Beaucoup de physiciens ont dû faire face à une réalité qu'ils avaient longtemps espéré éviter. L'univers est soit non local, avec des influences qui se propagent instantanément à travers l'espace, soit non réaliste, avec des propriétés qui n'existent pas avant d'être mesurées, soit les deux. Le monde confortable du réalisme local, le monde où les choses ont des propriétés définies et où rien ne voyage plus vite que la lumière, ce monde-là est mathématiquement et expérimentalement réfuté. Mais les physiciens sont des gens prudents, et ils ont raison de l'être. Même après l'expérience d'Aspect, il restait d'autres failles potentielles. L'une d'entre elles était la faille de la détection. Les détecteurs de photons ne sont pas parfaitement efficaces. Ils ne détectent pas tous les photons qui arrivent. Et il est théoriquement possible que les photons qui ne sont pas détectés soient justement ceux qui auraient donné des résultats conformes au réalisme local. Si les détecteurs ne voient qu'un sous-échantillon biaisé des photons, les corrélations mesurées pourraient être artificiellement fortes. C'est un argument technique, mais il est logiquement valide et il a fallu le traiter. Il y avait aussi la faille du libre choix. Bell a supposé que les choix de mesure d'Alice et de Bob étaient nés libres, c'est-à-dire non corrélés avec les variables cachées des particules. Mais que se passe-t-il si tout est prédéterminé? Que se passe-t-il si les réglages des détecteurs, le comportement des particules et même les décisions des expérimentateurs
sont tous déterminés depuis le début de l'univers par des lois déterministes. C'est l'hypothèse du superdéterminisme, et elle constitue la dernière échappatoire théorique face au théorème de Bell. Nous y reviendrons plus tard. La course pour fermer toutes les failles a duré des décennies. Et en 2015, un moment véritablement historique s'est produit. L'équipe de Ronald Hansen à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, a réalisé ce qu'on appelle un test de Bell sans faille. Leur expérience utilisait des électrons intriqués piégés dans des défauts d'azote lacune, dans des cristaux de diamant, séparés par une distance d'1,3 km. Les détecteurs avaient une efficacité suffisante pour fermer la faille de la détection. Les choix de mesure étaient effectués aléatoirement pendant que les particules intriquées étaient déjà séparées, fermant la faille de la localité. Et tout le protocole a été conçu pour être aussi rigoureux que possible. Les résultats ont confirmé une fois de plus la violation de l'inégalité de Bell. Le réalisme local est faux, avec un niveau de confiance statistique extrêmement élevé. Pratiquement au même moment, deux autres groupes, l'un à Vienne et l'autre au NIST, l'Institut national des normes et de la technologie aux États-Unis, ont également réalisé des tests de Bell sans faille et obtenu les mêmes résultats. Le consensus est maintenant écrasant. Le réalisme local est mort. C'est un fait expérimental, pas une conjecture théorique. Et en 2022, la communauté scientifique mondiale a reconnu l'importance de ces découvertes de la manière la plus éclatante possible. Le prix Nobel de physique a été décerné conjointement à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs expériences pionnières avec des photons intriqués établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Le comité Nobel a souligné que ces scientifiques avaient développé des outils expérimentaux qui ont ouvert la voie à une nouvelle ère de la technologie quantique. Anton Zeilinger, le troisième lauréat, a été particulièrement reconnu pour ses travaux sur la téléportation quantique et les applications pratiques de l'intrication, dont nous parlerons bientôt. Il a fallu des décennies pour que le comité Nobel reconnaisse ses travaux. Ce n'est pas inhabituel pour des découvertes fondamentales. Le comité Nobel est notoirement conservateur et attend souvent que l'importance d'une découverte soit absolument indéniable avant de l'honorer. Le fait que le Nobel ait finalement été décerné pour les tests des inégalités de Bell montre à quel point la communauté scientifique considère maintenant ces résultats comme fondamentaux et irréfutables. Maintenant que nous comprenons le contexte historique, le débat théorique et les preuves expérimentales, plongeons dans les détails de l'intrication quantique elle-même. Comment crée-t-on des particules intriquées? Qu'est-ce qui se passe exactement quand on mesure l'une d'entre elles? Et pourquoi, malgré l'instantanéité apparente de l'effet, ne peut-on pas l'utiliser pour communiquer plus vite que la lumière? Commençons par la création de particules intriquées. Il existe plusieurs méthodes, et chacune est fascinante à sa manière. La méthode la plus courante pour créer des photons intriqués s'appelle la conversion paramétrique descendante spontanée, ou SPDC en anglais. C'est une expression compliquée pour un processus relativement simple. Vous prenez un laser et vous le dirigez vers un cristal spécial, un cristal non linéaire comme le bêta-borate de barium ou le niobate de lithium périodiquement polé. Quand un photon du laser entre dans ce cristal, il a une petite probabilité de se diviser spontanément en deux photons. Ces deux photons ont ensemble la même énergie
et la même quantité de mouvement que le photon original, par conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Mais individuellement, chacun a environ la moitié de l'énergie du photon original, donc le double de la longueur d'onde. Et ces deux photons sont intriqués. Leur polarisation est corrélée d'une manière que la mécanique quantique décrit par un état intriqué. Si vous mesurez la polarisation de l'un, vous savez instantanément la polarisation de l'autre. Ce processus est remarquablement efficace et bien contrôlé, et c'est pourquoi il est utilisé dans la grande majorité des expériences modernes sur l'intrication quantique. Vous pouvez créer des milliers de paires intriquées par seconde avec un équipement relativement modeste. C'est la source standard de photons intriqués dans les laboratoires du monde entier. La deuxième méthode est la cascade atomique, qui est la méthode qu'Alain Aspect a utilisée dans ses expériences historiques. Vous excitez un atome, typiquement du calcium, vers un état d'énergie très élevé. L'atome redescend ensuite vers son état fondamental en émettant deux photons en cascade. Ces deux photons sont intriqués en polarisation. La conservation du moment angulaire garantit que leurs polarisations sont corrélées. Cette méthode est moins courante aujourd'hui que la SPDC parce qu'elle est plus difficile à contrôler et moins efficace, mais elle a joué un rôle historique crucial. La troisième méthode, et peut-être la plus extraordinaire conceptuellement, est l'échange d'intrication ou entanglement swapping. C'est un processus par lequel deux particules qui n'ont jamais interagi, qui n'ont jamais été proches l'une de l'autre, qui n'ont littéralement rien à voir l'une avec l'autre, peuvent néanmoins devenir intriquées. Voici comment cela fonctionne. Vous créez deux paires de particules intriquées séparément, appelons-les la paire AB et la paire CD. A est intriqué avec B et C est intriqué avec D. Maintenant, vous prenez la particule B de la première paire et la particule C de la deuxième paire et vous effectuez une mesure conjointe spéciale sur B et C, appelée mesure de Bell. Cette mesure projette B et C dans un état intriqué, mais le résultat vraiment extraordinaire est que A et D deviennent également intriqués. A et D n'ont jamais interagi. Elles n'ont jamais été dans le même laboratoire. Elles n'ont aucune histoire commune. Et pourtant, après la mesure de Bell sur B et C, A et D présentent les mêmes corrélations quantiques que si elles avaient été créées ensemble dans un processus d'intrication. Ce résultat est profondément troublant pour toute théorie de variables cachées locales. Comment des instructions prédéterminées pourraient-elles être transférées à des particules qui n'ont jamais eu aucun contact? L'échange d'intrication est une démonstration puissante que l'intrication quantique ne peut pas être expliquée par des corrélations classiques prédéterminées. On peut aussi créer des électrons intriqués de plusieurs manières. Les paires de Cooper dans les supraconducteurs sont des paires d'électrons naturellement intriqués. Les centres azote-lacune dans le diamant que l'équipe de Delft a utilisé pour leur test de Bell sans faille sont une autre source d'électrons intriqués. Et les ions piégés dans des pièges électromagnétiques peuvent être intriqués à l'aide de faisceaux laser finement contrôlés. Maintenant, plongeons dans le cœur du mystère. Que se passe-t-il exactement, étape par étape, quand on mesure une particule intriquée? Prenons le scénario classique. Deux photons sont créés dans un état intriqué par conversion paramétrique descendante. Ils partent dans des directions opposées. Alice et Bob se trouvent chacun à un bout du dispositif expérimental, chacun avec un détecteur de polarisation. Alice mesure la polarisation de son photon. Elle obtient un résultat, disons, horizontal.
À cet instant précis, selon la mécanique quantique, l'état du photon de Bob s'effondre. Si l'état intriqué est un état dans lequel les polarisations sont toujours perpendiculaires, le photon de Bob sera vertical. Et cette corrélation est parfaite. Pas 99,9% du temps, 100% du temps. Toujours, sans exception. Et le timing de cet effet est ce qui rend tout cela si mystérieux. C'est instantané. Pas presque instantané. Pas très rapide. Instantané. 0 délai. Les expériences ont montré qu'il n'y a pas de temps de propagation détectable pour l'effet de l'intrication. Si une influence voyage entre les deux particules, elle voyage au minimum 10 000 fois plus vite que la lumière, et probablement infiniment plus vite. Ou peut-être qu'elle ne voyage pas du tout. Peut-être que l'intrication n'est pas une influence qui se propage, mais une corrélation qui existe simultanément aux deux endroits, comme les deux faces d'une même pièce. Mais voici la question que tout le monde se pose, la question la plus naturelle du monde. Si la mesure d'une particule affecte instantanément son partenaire à l'autre bout de l'univers, ne peut-on pas utiliser cela pour envoyer des messages plus vite que la lumière? Ne peut-on pas utiliser l'intrication quantique pour la communication instantanée? La réponse est non, et la raison est à la fois subtile et profonde. Quand Alice mesure son photon et obtient le résultat horizontal, elle sait que Bob obtiendra vertical. Mais Alice ne contrôle pas le résultat qu'elle obtient. Son résultat est aléatoire. Elle ne peut pas choisir d'obtenir horizontal plutôt que vertical. C'est la randomness quantique fondamentale dont nous avons parlé. Alice obtient un résultat au hasard, et le résultat de Bob est corrélé avec celui d'Alice, mais aussi au hasard. Maintenant, regardons cela du point de vue de Bob. Bob mesure son photon et obtient un résultat, disons, vertical. Est-ce que ce résultat lui apprend quelque chose sur ce qu'Alice a fait? Non. Bob obtient juste un résultat aléatoire, horizontal ou vertical, chacun avec 50% de probabilité. C'est exactement ce qu'il obtiendrait si son photon n'était pas intriqué du tout. Du point de vue de Bob, ces résultats sont parfaitement aléatoires, parfaitement indistinguables de ce qu'il verrait avec un photon non intriqué. Ce n'est que lorsqu'Alice et Bob comparent leurs résultats, lorsqu'ils mettent côte à côte la liste de tous les résultats d'Alice et la liste de tous les résultats de Bob, qu'ils voient les corrélations extraordinaires. Chaque fois qu'Alice a obtenu horizontal, Bob a obtenu vertical et vice-versa. Les corrélations sont parfaites. Mais pour comparer ces listes, ils doivent communiquer par un canal classique, un téléphone, un email, un signal radio, quelque chose qui ne peut pas voyager plus vite que la lumière. C'est l'ironie magnifique de l'intrication quantique. L'effet est instantané, mais il est complètement inutile pour la communication supraluminique. Les corrélations sont réelles, mais elles ne sont visibles que quand on compare les résultats, et cette comparaison nécessite une communication classique, limitée par la vitesse de la lumière. Cela est formalisé dans ce qu'on appelle le théorème de non-communication. Ce théorème, prouvé rigoureusement en mécanique quantique, dit qu'il est impossible d'utiliser l'intrication quantique pour transmettre de l'information plus vite que la lumière. La corrélation n'est pas la causalité. L'intrication ne transporte pas d'information. Elle crée des corrélations entre des résultats aléatoires, et ces corrélations ne deviennent visibles que lors de la comparaison classique. C'est comme si deux personnes, à des bouts opposés du monde, lançaient chacune un dé
qui donnaient des résultats apparemment aléatoires. Mais quand ils comparaient leurs résultats, ils découvraient qu'ils avaient toujours obtenu des résultats complémentaires. Chaque personne, individuellement, ne voit que du hasard. C'est ensemble qu'ils voient l'ordre caché. Ce résultat permet une coexistence pacifique entre la mécanique quantique et la relativité d'Einstein. La relativité interdit la transmission d'informations plus rapide que la lumière. L'intrication quantique implique des corrélations instantanées. Mais ces corrélations ne transmettent pas d'informations. Donc la relativité n'est pas violée. Les deux théories, la mécanique quantique et la relativité, peuvent coexister, même si leur mariage est parfois difficile et que la tension entre elles reste l'un des grands problèmes ouverts de la physique. Maintenant, permettez-moi de vous emmener dans un territoire encore plus profond. Nous avons établi les faits. L'intrication quantique est réelle. Le réalisme local est faux. Les corrélations sont instantanées, mais ne transmettent pas d'informations. Mais que signifie tout cela? Qu'est-ce que l'intrication quantique nous dit sur la nature de la réalité? C'est ici que nous entrons dans le domaine des interprétations de la mécanique quantique, et c'est ici que les choses deviennent véritablement fascinantes. La première interprétation est celle que nous avons déjà mentionnée, l'interprétation de Copenhague. Selon cette interprétation, la fonction d'onde n'est pas une description de la réalité, mais une description de notre connaissance de la réalité. La mesure effondre la fonction d'onde, non pas parce que quelque chose de physique se passe, mais parce que notre connaissance change. Quand Alice mesure son photon et obtient horizontale, sa connaissance change, et donc sa description du système, la fonction d'onde, change. Le photon de Bob n'est pas affecté physiquement. C'est notre description de lui qui change. C'est comme apprendre que votre ami a gagné à la loterie. L'apprentissage de cette nouvelle change instantanément votre estimation de sa richesse. Mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Aucun signal ne voyage instantanément. L'interprétation de Copenhague dit que l'intrication quantique est essentiellement la même chose, juste avec des corrélations quantiques plus fortes que les corrélations classiques. Le problème avec cette interprétation est que les inégalités de Bell montrent que les corrélations quantiques sont plus fortes que tout ce qui est possible classiquement. Ce ne sont pas des corrélations ordinaires. Les gants dans une boîte créent des corrélations qui satisfont les inégalités de Bell. L'intrication quantique crée des corrélations qui les violent. Il se passe quelque chose de plus que simplement « nous ne savions pas ». L'interprétation de Copenhague peut accommoder cela en disant que les propriétés n'existent tout simplement pas avant la mesure, mais elle ne fournit pas de mécanisme explicatif. Elle est fonctionnellement correcte, mais philosophiquement insatisfaisante pour beaucoup de physiciens. La deuxième interprétation majeure est l'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957. C'est l'une des interprétations les plus audacieuses et les plus controversées de la mécanique quantique, et elle offre une perspective fascinante sur l'intrication. Selon Everett, il n'y a jamais d'effondrement de la fonction d'onde. Jamais. Quand Alice mesure son photon, l'univers ne choisit pas un résultat. Au lieu de cela, l'univers se divise, se branche en deux versions de lui-même. Dans une branche, Alice obtient horizontale et Bob obtient verticale. Dans l'autre branche, Alice obtient verticale et Bob obtient horizontale.
Les deux résultats se produisent, mais dans des branches différentes de l'univers. Alice, dans la branche horizontale, n'a aucune conscience de l'existence d'Alice dans la branche verticale, et vice-versa. L'intrication, dans cette perspective, n'est pas une influence mystérieuse à distance. C'est une corrélation entre les branches. Les branches dans lesquelles Alice obtient horizontale sont exactement les mêmes branches dans lesquelles Bob obtient verticale, et cette corrélation est codée dans la structure mathématique de la fonction d'onde universelle. Il n'y a pas besoin d'action à distance, pas besoin de signal instantané, pas besoin de non-localité. Tout est local dans un sens, mais il y a un prix à payer. Il faut accepter l'existence d'un nombre peut-être infini de branches de l'univers, chacune aussi réelle que la nôtre. L'interprétation des mondes multiples est prise très au sérieux par de nombreux physiciens, en particulier parmi les cosmologistes et les physiciens travaillant sur la gravité quantique. Elle a l'avantage d'être mathématiquement élégante et de ne pas nécessiter de règles spéciales pour la mesure. Mais elle a le désavantage de postuler une ontologie extraordinairement extravagante, une infinité d'univers. Et elle soulève des questions difficiles sur le sens de la probabilité dans un cadre où tous les résultats se produisent. La troisième interprétation est la théorie de l'onde pilote, également connue sous le nom de mécanique bohmienne, développée par Louis de Broglie en 1927 et élaborée par David Bohm en 1952. Dans cette théorie, les particules ont toujours des positions définies. Il n'y a pas de superposition au sens ontologique. L'électron est toujours à un endroit précis, mais en plus de la particule, il y a une onde, l'onde pilote, décrite par la fonction d'onde de la mécanique quantique qui guide le mouvement de la particule. L'onde pilote s'étend à travers tout l'espace, et quand une mesure est effectuée sur une particule d'une paire intriquée, l'onde pilote change instantanément partout, affectant le mouvement de la particule distante. La mécanique bohmienne est explicitement non locale. Les influences se propagent instantanément. Mais puisque les résultats statistiques sont identiques à ceux de la mécanique quantique standard, le théorème de non-communication s'applique toujours et aucune information ne peut être transmise plus vite que la lumière. La mécanique bohmienne sauve le réalisme. Les propriétés existent avant la mesure, mais sacrifie la localité. C'est un choix opposé à celui de l'interprétation de Copenhague, qui tend à sauver la localité en sacrifiant le réalisme. La quatrième interprétation que je veux mentionner est la mécanique quantique relationnelle, proposée par Carlo Rovelli en 1996. Cette interprétation dit que les états quantiques ne sont pas des propriétés absolues des systèmes, mais des relations entre les systèmes. L'état quantique du photon de Bob n'est pas une propriété du photon de Bob, mais une propriété de la relation entre le photon de Bob et l'observateur qui le décrit. Quand Alice mesure son photon, l'état du photon de Bob change par rapport à Alice, mais pas par rapport à Bob. Il n'y a pas de vue de Dieu, pas de perspective omnisciente à partir de laquelle l'état quantique du système complet est défini. Chaque observateur a sa propre description du monde, et ces descriptions sont toutes également valides. L'intrication, dans cette perspective, est une corrélation relationnelle. Elle décrit comment les résultats qu'Alice obtient sont liés aux résultats que Bob obtient. Mais cette corrélation n'est manifestée que lorsqu'Alice et Bob comparent leurs résultats, c'est-à-dire lorsqu'ils entrent en relation
l'un avec l'autre. La cinquième interprétation est le cubisme, ou bayésianisme quantique, développé par Christopher Fuchs, Rüdiger Schack et d'autres. Le cubisme va encore plus loin que la mécanique quantique relationnelle en affirmant que les états quantiques représentent les croyances d'un agent, pas la réalité objective. La fonction d'onde n'est pas une description du monde, mais un outil qu'un agent utilise pour faire des prédictions sur ses expériences futures. Quand Alice mesure son photon et met à jour la fonction d'onde du système, elle ne provoque aucun changement dans le monde physique. Elle met à jour ses croyances exactement comme un joueur de poker met à jour son estimation de la main de son adversaire quand une nouvelle carte est révélée. Il n'y a pas d'action fantôme à distance parce qu'il n'y a pas d'état objectif à changer. Il n'y a que des agents mettant à jour leurs croyances. Enfin, il y a les interprétations rétrocausales qui proposent que l'avenir peut influencer le passé. Dans ces interprétations, les corrélations de l'intrication quantique ne sont pas dues à une influence instantanée à travers l'espace, mais à une influence qui remonte dans le temps. Quand Alice mesure son photon, l'effet voyage en arrière dans le temps jusqu'au point où les deux photons ont été créés, puis en avant dans le temps jusqu'au photon de Bob. Cela peut sembler encore plus bizarre que l'action à distance, mais mathématiquement, ces interprétations sont cohérentes et elles ont l'avantage de préserver la localité. Tout se passe localement, juste pas dans un ordre causal standard. Quelle interprétation est la bonne? La vérité honnête est que nous ne savons pas. Toutes ces interprétations font exactement les mêmes prédictions expérimentales. Elles sont empiriquement équivalentes. Elles diffèrent dans leur ontologie, dans ce qu'elles disent sur la nature de la réalité, mais pas dans leurs prédictions mesurables. Certains physiciens considèrent que le choix entre les interprétations est une question de goût ou de philosophie, pas de science. D'autres pensent qu'à mesure que nous développerons de meilleures théories, notamment une théorie quantique de la gravité, certaines interprétations seront éliminées. Pour le moment, le débat reste ouvert et c'est l'une des questions les plus fascinantes de la physique contemporaine. Il y a une tension que nous devons examiner de plus près, une tension qui a tourmenté les physiciens depuis près d'un siècle. La tension entre la mécanique quantique et la relativité d'Einstein. La relativité restreinte d'Einstein dit que rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que la lumière. C'est la loi la plus fondamentale de la physique moderne. Chaque expérience, chaque observation, chaque test l'a confirmé. Rien ne voyage plus vite que la lumière. Et pourtant, les corrélations de l'intrication quantique semblent apparaître instantanément, quelle que soit la distance. Comment réconcilier ces deux faits? La clé est dans le concept de séparation de genre-espace. En relativité, deux événements sont dits séparés de genre-espace s'ils sont si éloignés et si proches dans le temps qu'aucun signal, même voyageant à la vitesse de la lumière, ne pourrait aller de l'un à l'autre. Par exemple, si Alice et Bob sont à 1 milliard d'années-lumière de distance et mesurent leurs photons au même moment, leurs mesures sont séparées de genre-espace. Aucun signal ne peut connecter ces deux événements. Et voici quelque chose de remarquable que la relativité nous dit. Pour des événements séparés de genre-espace, il n'y a pas d'ordre temporel objectif. Dans certains référentiels, Alice mesure avant Bob. Dans d'autres référentiels, Bob mesure avant Alice. Dans d'autres encore, ils mesurent simultanément. L'ordre dans lequel les mesures se produisent dépend du référentiel.
et tous les référentiels sont également valides. Cela a une conséquence profonde pour l'intrication quantique. Si l'intrication impliquait une vraie influence causale, un vrai signal allant d'une particule à l'autre, alors cette influence devrait avoir une direction, d'Alice vers Bob ou de Bob vers Alice. Mais la relativité nous dit qu'il n'y a pas de fait objectif sur lequel à mesurer en premier. Selon le référentiel, c'est tantôt Alice, tantôt Bob qui a causé l'effondrement. Une influence causale sans direction causale objective n'est pas vraiment une influence causale, c'est une corrélation. Et c'est cette subtilité qui permet à la mécanique quantique et à la relativité de coexister, même si leur coexistence est parfois inconfortable. Mais cette coexistence pacifique est exactement cela, une coexistence, ce n'est pas une unification. La mécanique quantique et la relativité générale, la théorie d'Einstein de la gravitation, sont les deux piliers de la physique moderne. Elles sont toutes les deux incroyablement bien confirmées expérimentalement, et elles sont fondamentalement incompatibles. La mécanique quantique décrit l'infiniment petit, les atomes, les électrons, les photons. La relativité générale décrit l'infiniment grand, les étoiles, les galaxies, les trous noirs. Et quand nous essayons de les combiner, quand nous essayons de décrire des situations où les deux sont importantes, comme l'intérieur d'un trou noir ou le Big Bang, les mathématiques s'effondrent. Nous obtenons des infinis, des absurdités, des non-sens. La théorie quantique de la gravité, la théorie qui unifierait ces deux piliers, est le Saint Graal de la physique moderne. Et, comme nous allons le voir, l'intrication quantique pourrait être la clé de cette unification. Maintenant, explorons les applications et les implications les plus extraordinaires de l'intrication quantique, celles qui sont en train de transformer notre monde et celles qui pourraient transformer notre compréhension de l'univers lui-même. Commençons par la téléportation quantique. Oui, la téléportation, pas la science-fiction, la vraie science. La téléportation quantique est un protocole qui permet de transférer l'état quantique d'une particule à une autre, quelle que soit la distance entre elles. Ce n'est pas de la téléportation au sens de Star Trek. Aucune matière n'est déplacée. Aucun atome ne disparaît ici pour réapparaître là-bas. Ce qui est téléporté, c'est l'information quantique, l'état quantique, la fonction d'onde d'une particule. Le protocole fonctionne comme suit. Alice possède une particule dans un état quantique inconnu qu'elle veut envoyer à Bob. Elle ne peut pas simplement mesurer l'état et envoyer le résultat, parce que la mesure détruirait l'état quantique. Le théorème de non-clonage interdit de copier un état quantique. Alors comment faire? La réponse est l'intrication. Alice et Bob partagent une paire de particules intriquées créées auparavant et distribuées entre eux. Alice effectue une mesure spéciale, une mesure de Bell sur sa particule inconnue et sa moitié de la paire intriquée. Cette mesure donne l'un de 4 résultats possibles, chacun avec une probabilité égale de 25%. Alice communique ce résultat à Bob par un canal classique, un téléphone, un message texte, n'importe quoi, cela prend du temps, limité par la vitesse de la lumière. Quand Bob reçoit l'information d'Alice, il sait quelle opération appliquer à sa moitié de la paire intriquée pour la transformer dans l'état quantique que possédait la particule originale d'Alice. Et voilà, l'état quantique a été téléporté d'Alice à Bob. Il y a plusieurs aspects remarquables dans ce protocole. Premièrement, l'état original est détruit chez Alice. Le théorème de non-clonage est respecté. L'état n'est pas copié, il est transféré. Deuxièmement, le processus nécessite
à la fois l'intrication, pour les corrélations quantiques, et la communication classique, pour l'information sur le résultat de la mesure de Bell. Ni l'un ni l'autre seul ne suffit. Troisièmement, puisque la communication classique est limitée par la vitesse de la lumière, la téléportation quantique ne viole pas la relativité. L'état ne peut pas être reconstitué chez Bob avant qu'il ne reçoive le message classique d'Alice. La téléportation quantique a été réalisée pour la première fois en 1997 par le groupe d'Anton Zeilinger à Innsbruck. Depuis, les distances de téléportation n'ont cessé d'augmenter. En 2017, l'équipe chinoise utilisant le satellite Messius a réalisé la téléportation quantique sur une distance de plus de 1400 km de la Terre au satellite en orbite. C'est un exploit technologique extraordinaire. Et la téléportation quantique n'est pas qu'une curiosité de laboratoire. Elle est un ingrédient essentiel des futurs ordinateurs quantiques et de l'Internet quantique. Parlons justement de l'informatique quantique, l'une des applications les plus prometteuses et les plus médiatisées de la mécanique quantique. Un ordinateur classique utilise des bits, des 0 et des 1. Un ordinateur quantique utilise des qubits, des bits quantiques, qui peuvent être dans une superposition de 0 et de 1 en même temps. Cela donne déjà aux ordinateurs quantiques un avantage, mais la superposition seule ne suffit pas. C'est l'intrication qui donne aux ordinateurs quantiques leur puissance véritablement extraordinaire. Sans intrication, un ordinateur quantique avec 100 qubits serait équivalent à 100 calculs classiques en parallèle. Impressionnant, mais pas révolutionnaire. Avec intrication, un ordinateur quantique avec 100 qubits peut manipuler simultanément 2 puissances 100 états, soit environ 1000 milliards d'états. C'est plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. L'intrication permet aux qubits d'être corrélés de manière complexe, créant un espace de calcul dont la taille croît exponentiellement avec le nombre de qubits. C'est cette croissance exponentielle qui rend les ordinateurs quantiques potentiellement capables de résoudre des problèmes que les ordinateurs classiques ne pourraient jamais résoudre, même s'ils calculaient pendant des milliards d'années. Comment l'intrication est-elle créée dans un ordinateur quantique? Par des portes quantiques, les équivalents quantiques des portes logiques classiques. La porte CNOT, par exemple, est une porte à 2 qubits qui crée de l'intrication. Si le premier qubit est en superposition et que vous appliquez une porte CNOT, le résultat est un état intriqué de 2 qubits. La combinaison d'une porte Hadamard, qui crée une superposition, suivie d'une porte CNOT, est le circuit le plus élémentaire pour créer de l'intrication, et il est au cœur de presque tous les algorithmes quantiques. L'état actuel de l'informatique quantique est à la fois passionnant et modeste. Google a annoncé en 2019 la suprématie quantique, affirmant que son processeur Sycamore avait résolu en 200 secondes un problème qui aurait pris 10 000 ans à un super ordinateur classique. IBM a contesté cette affirmation, disant que le problème aurait pu être résolu classiquement en quelques jours avec de meilleures techniques. Le débat continue, mais le fait est que les ordinateurs quantiques progressent rapidement. IBM, Google, Microsoft et des entreprises comme IonQ, Rigetti et PsiQuantum développent des processeurs quantiques de plus en plus puissants. Le grand défi est la correction d'erreurs. Les qubits sont extrêmement fragiles. La décohérence, les interactions avec l'environnement détruisent rapidement les superpositions et l'intrication. Pour construire un ordinateur quantique fiable, il faut des codes de correction d'erreurs quantiques qui utilisent
ironiquement, l'intrication elle-même pour protéger l'information quantique. L'autre application majeure de l'intrication est la cryptographie quantique. La distribution de clés quantiques, ou QKD, utilise les principes de la mécanique quantique pour créer des clés de chiffrement qui sont prouvablement sûres, non pas parce qu'elles sont difficiles à casser mathématiquement, mais parce que les lois de la physique interdisent l'espionnage sans détection. Le protocole le plus célèbre est le BB84, développé par Charles Bennett et Gilles Brassard en 1984. Mais le protocole le plus directement lié à notre histoire est le E91, développé par Arthur Eckert en 1991. Le protocole E91 est basé directement sur les inégalités de Bell. Alice et Bob partagent des paires de particules intriquées. Ils mesurent leurs particules selon des orientations choisies aléatoirement. Pour certaines combinaisons d'orientation, ils obtiennent des corrélations qui violent les inégalités de Bell, prouvant que personne n'a intercepté les particules. Pour d'autres combinaisons, les résultats sont parfaitement corrélés et peuvent servir de clé de chiffrement. L'élégance du protocole E91 est qu'il transforme le théorème de Bell, un résultat fondamental sur la nature de la réalité, en un outil pratique de cryptographie. La sécurité de la clé est garantie par la même physique qui viole les inégalités de Bell. La Chine a pris une avance considérable dans le développement des réseaux de communication quantique. Le réseau quantique Beijing-Shanghai, opérationnel depuis 2017, s'étend sur 2000 km et utilise des nœuds de confiance intermédiaires. Le satellite Micius permet la distribution de clés quantiques entre des stations au sol séparées par des milliers de kilomètres. L'Europe et les États-Unis développent également leur propre réseau quantique, et l'objectif à long terme est un Internet quantique mondial, un réseau qui utiliserait l'intrication pour distribuer des clés cryptographiques, connecter des ordinateurs quantiques et permettre des protocoles de communication totalement nouveaux.